à tous, on se retrouve pour une vidéo lecture comics. On a 1, 2, 3, 4, 5 ouvrages à discuter aujourd'hui. Alors vous savez, ces vidéos lecture comics, voilà, je vous en parle vraiment comme j'en parlerai à un pote. Voilà, c'est une vidéo par semaine dans laquelle je parle des lectures que j'ai eues pendant la semaine. Le but c'est de vous donner envie ou pas, selon si j'ai aimé ou non. Donc, qu'est-ce que j'ai lu cette semaine? On va commencer tout de suite. Alors j'ai lu deux Spider-Man. On va commencer avec Frères ennemis. Ça, c'est du Steve Buscema, de mémoire. Non, je dis n'importe quoi. C'est du Jean-Marc de Mathéis et du John Romita Jr. J'ai vraiment bien aimé, je vous lis le résumé. Qui est Ben Reilly? Il a le visage de Peter Parker, ses souvenirs, ses super pouvoirs, et pourtant, il n'est pas le vrai Spider-Man. Alors qui est-il? Un clone créé dans un laboratoire par l'un des pires ennemis de Spider-Man. Mais il n'est pas le premier. Avant lui, un autre double de Peter Parker a vu le jour, un monstre du nom de Kane. Et tandis que Ben Reilly essaye tant bien que mal de se créer une nouvelle vie, son frère ennemi va faire tout son possible pour la détruire avant qu'elle n'ait commencé. En fait, il faut savoir que ça vient de... Je crois que c'est quelque chose qui s'appelle The Lost File ou un truc comme ça. Alors, il faut savoir qu'au début, vous avez plusieurs pages qui vont traiter de la saga du clone. Parce que du coup, c'est une histoire qui s'inscrit dans la saga du clone. C'est très bien expliqué, d'ailleurs, très bien résumé, la saga du clone. J'ai trouvé ça plutôt très bien foutu. Même quelqu'un qui ne l'a pas lu, du coup, pourra comprendre ce qu'il en est. Et donc, cette histoire se passe durant la période où Peter Parker parcourt les États-Unis en étant persuadé qu'il est Ben Reilly. On l'a persuadé qu'en fait il n'était pas le vrai Spider-Man mais qu'il était le clone, et du coup il décide voilà de partir. Alors c'est rigolo parce que c'est un Peter Parker qui est pas du tout le Peter Parker qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire que c'est un gros baraquet qui se trimballe en moto, voilà. Ça c'est Peter Parker. Alors c'est du bon Romita Junior pour le coup. Franchement, c'est pas le Romita Junior de chez DC avec qui c'est absolument terrible. Et j'ai plutôt aimé l'histoire. C'est lui qui va se retrouver dans une petite ville pendant ses pérégrinations aux États-Unis, et qui va tomber sur des événements. Alors il n'y a pas de costume, il n'y a pas de Spider-Man dans tout l'ouvrage. Parce que voilà, c'est un moment où il n'est plus Spider-Man, mais il va tomber sur des criminels, et il va pas pouvoir s'empêcher de réagir, parce que mine de rien, dans le fond, ça reste quand même Peter Parker. En plus, il y a Kane qui le poursuit, qui lui sait en plus qu'il est le vrai Peter Parker, mais ça le fait un peu marrer de dire non, je vais pas lui dire. Je vais pas lui dire parce qu'il souffre, et du coup tant mieux. Parce que Kane, voilà, c'est quelqu'un qui... C'est le premier clone qui est un clone loupé, qui du coup souffre tout le temps, qui a des crises de douleur absolument immenses, et sa vie est faite de ça. Et donc voilà, il y a une colère à cause de ça, parce qu'il a un essai raté. C'est assez drôle, parce que Peter Parker va rencontrer une jeune femme, et va tout de suite être hyper intéressé, hyper attiré par elle. Et pendant un bon moment, il est là à se demander, mais pourquoi suis-je attiré par elle? Qu'est-ce qui... Je vous montre quand même... Genre, c'est pas du tout parce que c'est un sosie de Mary Jane. Je veux dire, Peter, t'as un truc avec les rousses, voilà, faut l'admettre. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais voilà, plutôt bonne histoire, franchement. Il y a un côté très... On voit vraiment que c'est l'époque de... Voilà, que ça traite de l'époque de la saga du clone. Il y a un côté très émo, très dark. Vraiment... Des monologues à longueur de temps des personnages en mode oui, la vie était absolument horrible, et puis machin, et puis le monde est sombre, et puis truc. Mais j'ai apprécié. Franchement, c'est une bonne lecture. C'est pas forcément, voilà, c'est pas une histoire prioritaire sur laquelle j'enverrai des nouveaux lecteurs, clairement pas. Mais pour des fans de l'araignée, c'est une histoire qui est plutôt sympathique à lire, sachant que c'est un vieil ouvrage qui se trouve en occasion à moins de 10 balles. Vous le trouvez à moins de 10 balles, celui-là très facilement sur internet, donc ça peut être sympa en tout cas. Pour voilà, des gens qui ont déjà lu pas mal de Spider-Man ou quoi, en avoir une peut-être sur laquelle ils n'ont pas encore eu l'occasion de s'intéresser, ça peut être cool. La deuxième, beaucoup plus intéressante. Beaucoup. Alors là vraiment, celle-là par contre je la conseille vraiment, c'est Spider-Man, la mort de Jean DeWolf. Alors là pour le coup c'est la VO, c'est le TPB VO. Alors celui-là, je vous conseille pas d'essayer, parce qu'à moins d'un coup de bol, c'est difficilement trouvable à des prix raisonnables en VO. J'ai eu de la chance sur le coup là, merci à celui qui me l'a vendu,
d'ailleurs, qui se reconnaîtra. Ça se trouve pas à moins de... J'ai regardé sur internet, ça se trouve pas à moins de 80 balles. C'est entre 80 et 140, 150 balles. Voilà, c'est pas non plus un volume énorme. En VF, par contre, vous pourrez le trouver... J'ai vu, alors, ça monte jusqu'à des 50 balles, mais vous pouvez trouver La mort de Gene DeWolf à 19,99. Là, je vois sur Rakuten, ils l'ont à 19,99. Alors que sur BD Fugue, c'est du 49 euros. Ça, c'est génial. C'est vraiment, vraiment, vraiment très cool pour le coup. On est sur les débuts de Peter David. Donc Peter David, hein, connu pour son travail, entre autres, sur Aquaman, sur Hulk, voilà, qui a bossé pas mal de choses. J'ai adoré cette histoire. Et donc là, en fait, c'est les Spider-Man, c'est les Spectacular Spider-Man de 1976, numéro 107 à 110 et numéro 134 à 136. En gros, c'est difficile à résumer en vrai. Mais vraiment, super lecture, lisez-le si vous avez l'occasion. On est sur la période où Peter Parker porte le costume noir. On a un vieil homme qui vit qui loue une chambre chez Tante May, se fait agresser par trois jeunes voyous, se fait violenter, va être sauvé par Spider-Man, mais il prend très mal ce qui s'est passé, le fait de pouvoir se faire agresser comme ça en pleine rue. Il va y avoir un procès contre les trois jeunes criminels qui seront défendus par nul autre qu'un certain Matt Murdock. Daredevil est une part intégrante de cette histoire. Ils vont être libérés sous caution, mais juste après le procès, le juge, qui est quelqu'un d'important dans la vie d'Daredevil, qui est quelqu'un qu'il connaît depuis qu'il est étudiant, un individu nommé le Sin Eater, le mangeur de péché, va pénétrer dans le bureau du juge, juste après le procès, et va l'abattre. Sachant que ce même Sin Eater, ce même mangeur de péché, un peu avant, a tué quelqu'un de très important pour Spider-Man, qui est justement Jean DeWolf, qui est une capitaine de police, qui est un personnage, ça fait 10 ans à ce moment-là, que c'est un personnage important dans la vie de Spider-Man. J'ai vraiment beaucoup aimé. Spider-Man va du coup voilà, prendre vraiment ça à cœur, va vouloir retrouver ce tueur, qui va s'en prendre aussi à un prêtre, donc à un juge. Il va faire équipe, il y a un petit easter egg Charles Bronson, comme vous pouvez le voir là, avec Vigilante écrit et Charles Bronson, référence à un vieux film. Voilà, donc c'est lui ici, le mangeur de péché. Peter Parker va faire équipe avec un détective, dont il s'avère que c'est un ancien agent du Shield. Les dessins sont hyper dynamiques, l'histoire est hyper intéressante. C'est plein de remises en question. Voilà l'agent de police avec qui il va faire équipe. Ça va être un Spider-Man qui va être tellement blessé et touché par la mort de Jean DeWolf, que ça va ramener des côtés sombres de lui, avec un Daredevil qui justement va essayer de le remettre sur le droit chemin, jusqu'à des événements qui vont faire que justement Spider-Man va se remettre en question, parce qu'il va trop blesser quelqu'un en contrôlant moins sa force, et du coup ensuite au contraire va trop la contrôler, ce qui du coup va le bloquer. Il va galérer dans un combat contre Electro alors qu'il aurait dû l'allonger en un coup, mais parce qu'il est en doute, parce qu'il s'en veut d'avoir blessé quelqu'un, et ben du coup il va beaucoup trop retenir ses coups. Enfin, il y a plein de problématiques qui sont hyper intéressantes. Vraiment, la mort de Jean DeWolf, super histoire, j'ai adoré. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Voilà, il y a une petite apparition de Wilson Fisk, mais vraiment très courte, hein. N'attendez pas grand chose de ce côté-là. Mais vraiment, ouais, c'est une histoire. Et vraiment, je me rends compte que j'adore les histoires de ces périodes-là. Mais alors, parce que je vous ai dit 76, mais c'est bizarre parce que j'avais lu que c'était 87, 88. Donc du coup, je sais pas. Je me pose la question. Mais vraiment, ouais, c'est classe. Lisez-le. Si vous avez l'occasion, si vous aimez Spider-Man, c'est vraiment... En plus, plutôt que de lire du Amazing Spider-Man, là, récent de Zeb Wells, là, vous avez un Peter Parker qui est marié avec Mary Jane. Ils vivent ensemble. C'est un Peter Parker qui a évolué. Voilà, vous l'avez dans cette vieille histoire.
Donc autant aller là-dessus. Voilà pour le côté Spider-Man. On passe, du coup il y a de l'indé aussi, avec Génération Gone. Donc ça c'est sorti chez iComics, par André Lima Arrojo et Alex Scott. Alors, j'ai plutôt bien aimé. C'est pas non plus un truc de dingue. Vraiment ce récit, c'est si vous voulez une espèce de récit à la Chronicles, un peu un mélange, c'est ce qui est dit sur la couverture d'ailleurs, entre Misfits et Chronicles. En gros, l'histoire, c'est trois jeunes, voilà, un peu plus ou moins paumés. Il y a une jeune fille dont la mère est malade qui doit multiplier les emplois pour pouvoir essayer de payer ses traitements. Il y a un jeune qui lui est vraiment plus paumé, qui est son petit ami, dont je sais plus si c'est l'ami ou le frère est mort il y a un moment. Je vous donne pas le contexte parce que ça va jouer aussi là-dessus. Avec un troisième qui lui a beaucoup plus de plomb dans la tête, mais est hyper conscient des problèmes sociétaux. Alors il est afro-américain et voilà, il est vraiment très conscient des problèmes de sa communauté aux États-Unis. Et les trois sont des hackers, vont tenter de pirater une banque voilà, pour se mettre à l'abri du besoin. Mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils ont été repérés par un chef de projet qui bosse pour la DARPA, qui est cet organisme qui s'occupe de recherche et développement pour l'armée américaine. Et lui décide de doubler les militaires avec qui il bosse et d'utiliser un moyen qu'il a trouvé pour donner des capacités surhumaines à ces trois jeunes, sans l'accord de sa hiérarchie. Et le problème, c'est que donc ce personnage-là, surtout, a vraiment une colère encore plus énorme que les deux autres face à la société et va partir trop loin une fois qu'il va avoir ses pouvoirs, sans vous dire ce que vont être les pouvoirs et tout ça. Et vraiment, le récit est plutôt cool, ça se lit très bien. Je l'ai vraiment lu d'une traite. Alors ça, pareil, vous pouvez trouver. Moi, je sais que celui-là, je l'avais trouvé d'occasion pour le coup. Je l'avais payé moins de 10 balles de mémoire. Et franchement, c'est plutôt sympa. Je le mettrai pas dans des je les mettrai pas dans des priorités, mais vraiment, j'ai trouvé le récit plutôt agréable à lire. Voilà, c'est vraiment, ça parle de cette génération perdue qui a l'impression, certainement à raison, que les adultes ne les écoutent pas. Cette génération qui a l'impression qu'elle est sacrifiée. Et vraiment cool à lire. Encore une fois, voilà, c'est pas pour moi le récit du siècle ou quoi que ce soit, mais ça se lit bien, c'est vraiment agréable. Alors, c'est écrit volume 1 au départ, sauf que ça remonte quand même à un moment, et il n'y a pas eu de suite pour l'instant. Maintenant, le récit en lui-même peut se lire totalement comme un récit fini, hein, avec une fin ouverte qui pourrait amener une suite, mais la suite n'est pas obligatoire, ça se tient comme un... On n'a pas l'impression de ne pas avoir de fin à l'histoire. On a une conclusion quand même à l'arc qu'on nous présente. Donc voilà, pas une priorité absolue, mais plutôt cool. Pour finir, alors finir, mais il en reste deux, oui, mais pour finir, on a... Et oui, on revient aux Chronicles. La semaine dernière, c'était les Superman Chronicles. Cette fois, j'ai lu les deux Batman Chronicles 1988, volume 1 et volume 2. Volume 1 qui contient donc la revue Batman de l'année 1988 et le volume 2 qui contient tous les Detective Comics. Bordel, j'ai adoré. J'ai adoré. Je les ai encore préférés à l'année 87. 88, c'est l'arrivée sur Detective Comics de Jim Starlin, Monsieur Cosmique de chez Marvel, celui qui a créé Thanos, qui a créé Drax, qui a créé Gamora, à qui on doit la saga de l'infini, donc avec les gemmes du pouvoir. C'est génial. Vraiment, là, c'est du Starlin sur du street level. C'est du Starlin qui va traiter de... Ouais, même au niveau de l'art, il y a des idées de mise en scène et tout.
C'est du Starlin qui... Voilà, son but là, c'est vraiment d'avoir un Batman qui va non pas se battre surtout contre des super vilains, mais vraiment contre le crime, contre du crime froid, sombre. Euh, voilà, on sait qu'à Gotham, il n'y a pas que des... il a pas que des super criminels. Voilà, c'est magnifique. Vous avez The Killing Joke, évidemment, dedans. Alors, encore une fois, hein, ce qui est fabuleux avec ces ouvrages, c'est que ça va remettre les textes dans leur contexte, justement. Et par exemple, pour Killing Joke, juste avant, on va avoir le Batgirl annual qui avait justement remis le personnage en avant d'arriver sur Killing Joke. Ça permet vraiment de comprendre dans quel contexte. On redécouvre des histoires qu'on croit connaître, mais on les redécouvre dans le contexte vraiment dans lequel elles sont sorties à l'époque. Et ça, c'est une des choses que je trouve absolument passionnante. Encore une fois, on a beaucoup de textes éditoriaux, donc soit des courriers des lecteurs, soit des lettres de... Voilà, cette histoire, par exemple. Donc ça, c'est sur KGBeast, c'est une histoire en 4 parties. Faut savoir que c'est une histoire qui a révolutionné le comics, parce que c'était la première fois qu'on avait un mini arc comme ça qui venait s'insérer dans une série. On a vu l'année d'avant Irwan, mais Irwan c'était une équipe créative différente. Là c'est la même équipe créative mais qui va faire une histoire en 4 parties. C'était nouveau à l'époque. Et ça a été le blueprint pour plein d'autres mini-arcs comme ça dans les comics. Ça vient de là, ça vient de cette histoire-là. Enfin vraiment, pour tous les fans de comics. Et là vraiment, je vous assure, même là où normalement je fais attention de ne pas conseiller du old school à des nouveaux lecteurs, parce que je sais que ça peut être difficile d'accrocher, là c'est pas du tout le cas. Là franchement, n'importe qui peut lire ça et se rendre compte à quel point ces histoires sont passionnantes. Je deviens vraiment fan de la fin des années 80. Je trouve vraiment que c'est une période extraordinaire sur les comics. On a bien évidemment aussi dedans un deuil dans la famille, donc la mort de Jason Todd. Je spoile pas, hein. Jason Todd meurt à un moment. Voilà, comme ça vous le saurez. Mais pareil, on a par exemple avant une histoire qui s'appelle Le fils du diplomate, qui est suivie par l'histoire Conséquence, qui vraiment va nous mettre plus de contexte sur la mort de Jason Todd. Et en plus, c'est une histoire passionnante, le fils du diplomate, parce qu'on voit que voilà, ils n'arrivent pas toujours à sauver les gens, en fait, Batman et Robin. Et, euh, et c'est hyper intéressant, vraiment c'est hyper intéressant. Et on a donc donc celui-là est à moins cher, il est à 30 euros. Celui-là est à 35, mais bon, c'est un pavé. Franchement, pour 35 euros, ça vaut largement la peine. Celui-là est à 30 euros parce qu'il est moins épais pour le coup. Detective Comics, c'est l'arrivée d'Alan Grant sur le titre. Un auteur anglais qui s'était fait connaître entre autres pour avoir écrit sur The Milady. On a aussi du John Wagner, du Denny O'Neil, du Joe Duffy, du Lewis Clark, du Steve Pearsall. Je l'ai trouvé 1000 fois au-dessus du volume 2 de 87. Pareil, des histoires hyper intéressantes pour le coup. Vraiment ancrées dans le réel. La création de nouveaux vilains dans le lore de Batman. C'est ici qu'on a la création du Ratcatcher. Donc Ratcatcher 2, vous avez dans The Shit Squad. Ben voilà, la création du Ratcatcher, c'est ici. De mémoire, c'est aussi là-dedans qu'on a la création du ventriloque. J'espère pas dire de bêtises, mais je crois que c'est dans celui-là qu'on a aussi... Oui, c'est là-dedans. C'est là qu'on a la création du ventriloque. Voilà, Scarface. Qui est un personnage que je trouve hyper cool. Vraiment hyper intéressant. C'est vraiment une époque où on veut que les récits soient ancrés dans le réel. Et voilà ce que je vous dis, donc tous ces textes éditoriaux. Donc là, par exemple, voilà, c'est Robert Greenberger, qui a été éditeur chez DC, qui va nous expliquer justement toute cette volonté qu'ils ont eue voilà, d'amener des nouveaux vilains, justement, voilà, avec le Ratcatcher. Et il y a c'est sombre. Vraiment, des fois, c'est vraiment assez glauque, hein, ce qui se passe. C'est assez hallucinant. Il y a genre une page où on voit qu'un personnage qui va devoir... donc des personnages qui ont été enfermés par le Ratcatcher, qui sont en cellule sous les égouts depuis des années, et on voit comment il les traite. Il y en a un qui va se faire tuer par des rats, quoi. C'est un ancien juge que le Ratcatcher a capturé pour se venger, et le mec se fait tuer par des rats. Il y a un plan
où on voit que les mecs dans les cellules sont obligés de manger des rats, quoi. C'est quand même assez terrible. C'est assez terrible. Mais vraiment, je vous conseille tellement les Chronicles. C'est passionnant. Alors, si vous avez peur des rats, va falloir faire avec. Il va falloir faire avec. Mais non, ouais, franchement, foncez. Les dessins sont vraiment classe en plus. Je trouve là, on arrive dans une époque où on n'est plus dans du old school qui peut bloquer les lecteurs actuels. Là, ça peut vraiment être apprécié par tout le monde. Même un néophyte peut vraiment apprécier les dessins du coup. Et voilà, tout un Batman avec plein de remises en question. Il y a vraiment plein de l'attrait sur le travail, sur la psychologie des personnages, sur le monde tel qu'il est. Il y a beaucoup de géopolitique, il y a plus de politique. On va avoir un Batman qui va devoir aider Rodandrian. On va avoir voilà, plein de choses qui sont nouvelles dans les comics, dans la manière dont elles sont traitées. Et un fan de Batman doit lire les Batman Chronicles. Vraiment, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Enfin voilà, écoutez, je veux pas faire trop long. Du coup, n'hésitez pas en tout cas si vous voulez en savoir plus. Vraiment, je suis désolé, il n'y a rien d'écrit dans ces vidéos. C'est vraiment juste partager mon avis, ce que j'ai à dire sur des comics que lus dans la semaine précédente. N'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, s'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez plus de détails. N'hésitez pas, bien évidemment, tous les trucs de YouTube, à vous abonner, à partager, à liker, ça aide bien évidemment énormément. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.